Donc salut à tous, bienvenue sur ce Facebook Live. Donc on va attendre un petit peu s'il y a du monde qui va venir. Je suis en direct d'Épernay dans mon meublé de tourisme. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. C'est pas très très beau aujourd'hui. Ce Facebook Live va servir un peu à répondre à toutes les questions que je peux recevoir un petit peu par email. J'en reçois pas mal en ce moment et je peux pas répondre à tout le monde par email. Ça me prend un peu trop de temps. Donc je me suis dit on va faire un nouveau format. On va faire un Facebook Live pour répondre directement aux questions. Comme ça, les réponses vont servir un petit peu à tout le monde plutôt que de répondre toujours aux mêmes questions de manière privée par email. Et au moins, ce sera plus sympa. On pourra faire des Facebook Live de manière régulière et échanger ensemble. Donc voilà, j'ai environ 10 questions là que j'ai notées sur une feuille auxquelles je vais répondre. Et puis voilà. Donc en attendant qu'il y ait quelques personnes qui arrivent sur le live, j'en vois déjà 4-5. Je vais vous montrer peut-être le meublé de tourisme, peut-être que certains n'ont jamais vu. Donc voilà, j'étais à Épernay, je me suis dit on va aller voir un petit peu l'appartement, il venait de se libérer ce matin je crois. Donc je me suis dit on va aller voir. Donc vous voyez les clients, apparemment ils ont encore bien bu, hein, ils boivent toujours, ils sont toujours plaisir. Pas que du champagne cette fois-ci, il y a un peu de champagne, là il y a du vin. Là, je vois qu'il y a de la Kronenbourg, c'est un petit peu moins prestigieux, mais bon, ils se sont fait plaisir. Et souvent, en location saisonnière, ils laissent le frigo assez rempli, enfin assez rempli. Ils laissent toujours des choses, donc vous voyez, ils laissent du beurre, du camembert, des œufs, du lait. Des fois, on retrouve des fruits, des chocolats, on retrouve tout. Donc c'est vrai que on se remplit à chaque fois le frigo au passage. Donc voilà la salle de bain, voilà, qui fait son taf, hein, qu'on avait tout détruit et qu'on a tout reconstruit. Donc voilà, elle fait son taf, la salle de bain. La cuisine aussi, on a tout refait au niveau de la cuisine. Les sols, les murs, on a tout refait. Le salon, c'était exactement la même chose. On a tout refait, les sols, on a mis du parquet. On a tout meublé comme il fallait. Vous savez, les fameuses chaises Louis XIV, le miroir baroque. La table modelée dans des vraies palettes de champagne. Donc vraiment un pur produit unique, réalisé par un petit vigneron. Donc ça, c'est bien cool. Et la chambre à coucher qui est déjà prête, je sais pas. Je sais pas si la personne qui gère l'appartement est déjà passée ou pas. Mais voilà, avec la décoration bien champagne, vous voyez les tables de nuit avec la lampe de chevet modelée dans une bouteille Dom Pérignon. Donc ça, les clients adorent, hein, du champagne partout, c'est ce qu'ils sont venus chercher. Donc voilà, des belles bouteilles exposées, c'est ce qu'ils veulent. Donc salut Julien, salut Karim, salut Jonathan, bienvenue sur le live les gars, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme aujourd'hui. Donc ce que je vous propose, on va pas faire un live qui va durer 3 heures, hein. Le but c'est que vraiment je réponde aux différentes questions comme je vous ai dit au début du live. Si vous en avez en direct, le but c'est que vous les posiez également en direct, hein, je peux y répondre. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous ai dit que j'ai une petite dizaine de questions, c'est assez rapide. Donc on va commencer à y répondre tout de suite. Alors la première question qui ressort, euh, c'est sur le livre. On me demande souvent si je parle que d'immobilier en majorité ou si c'est général le livre que je viens juste de sortir. Non, c'est vraiment un bouquin général dans lequel je parle de tout, aussi bien immobilier que business en ligne, que bourse, qu'un petit peu tout ça, que de l'argent en général, que de la mentalité, que du mindset. Donc non, ça parle pas que d'immobilier. Vous voyez vraiment mon parcours de A à Z, des bancs de la fac à l'indépendance financière, comme le livre s'appelle en fait. Donc je reprends étape par étape, aussi bien les galères que les réussites, comment j'ai fait, comment j'ai pu investir dans l'immobilier alors que j'étais étudiant, que j'avais que 20 ans, que j'étais sur les bancs de la fac, comment je me suis intéressé à la bourse, comment j'ai eu l'idée de créer un business en ligne, etc. Donc ça ne parle pas que d'immobilier, loin de là. Deuxième question que j'ai reçue, c'était j'aimerais investir avec des amis, ça fait longtemps qu'on en parle, bonne ou mauvaise idée. Moi, je dis toujours que je suis contre l'association, c'est-à-dire que je préfère pas m'associer. Je pense que c'est des galères et on le voit souvent des histoires de gens qui disent bon voilà, ça a capoté parce qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, notre futur a changé, enfin notre vision de l'entreprise a changé, on voulait plus les mêmes choses. Voilà, on peut être en accord au début sur ce qu'on veut faire avec le projet, l'entreprise, mais voilà, on évolue tous, on grandit, on pense différemment, on a des enfants, on se marie, on veut faire plus d'argent ou moins, on veut stabiliser la chose. Bref, nos mindsets changent un petit peu. C'est vrai que l'association, c'est souvent dangereux. On voit souvent des entreprises un petit peu comme ça qui chavirent à cause de l'association. Donc, même si on dit que seul on avance, je sais plus c'est quoi la citation, qu'en gros à plusieurs on va plus loin, je ne suis pas pour l'association. Salut François Xavier, salut François de François entre guillemets. J'espère que vous allez bien. La forme les gars.
Alors, troisième question, voilà, quelqu'un qui me dit que je parle pas beaucoup de notariat, de fiscalité dans tout son ensemble sur mes vidéos, que du coup la personne a un petit peu de mal avec tout ça et que ça serait une bonne idée de faire des vidéos là-dessus. Malheureusement, c'est pas évident. Je dis toujours que la fiscalité, c'est vraiment très très propre à chacun et que en parler, c'est bien. On peut parler des bases, mais chaque personne a sa fiscalité entre guillemets, sa situation perso. Si tu as des enfants, si tu es marié ou tu habites, si tu as une résidence principale, si ton objectif c'est de t'enrichir ou de transmettre du patrimoine, selon plein de critères, ça fait que ta fiscalité peut être envisagée d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vraiment compliqué de l'aborder dans les vidéos et c'est pour ça que j'en parle très peu. Au-delà de mes formations, j'en parle vraiment presque pas parce que voilà, c'est compliqué. Du coup, cette personne me disait que je disais qu'il fallait booster sa rentabilité en faisant en gros de ce qu'on appelle de la multilocation, comme de la location saisonnière en louant à plusieurs locataires, afin donc d'avoir une marge de sécurité et du cash flow. Et en gros, cette personne, pour faire ça, me disait qu'est-ce qu'il faut faire de ce cash flow positif, de cet excédent de trésorerie. Est-ce qu'il faut vivre avec au risque que s'il y a des impayés ou des dépenses imprévues, bah, le cash flow n'est plus là puisqu'on a vécu avec, on en a profité pour vivre avec. Ou est-ce que ce cash flow, on doit le coffrer entre guillemets pour, bah, voilà, justement s'il y a des galères, avoir une marge de sécurité, un coussin sur lequel se reposer. Bah, c'est simple, c'est clair qu'il faut toujours avoir un coussin de sécurité, il faut toujours avoir de la trésorerie de côté, ça paraît être une évidence, mais pas toujours pour tout le monde. On ne sait jamais les imprévus, etc. Ça peut arriver, même si dès le début sur un prévisionnel, bah, il faut budgéter ces imprévus, ça fait partie entièrement du prévisionnel. Il ne faut pas cramer tout le cash flow bêtement dans, je sais pas, des voyages ou des activités. Il faut le garder, se faire un matelas de sécurité, voire réinvestir ce cash flow, ses bénéfices pour générer d'autres bénéfices via d'autres opérations, via d'autres projets d'entreprise. Mais c'est vrai que faut pas se dire j'ai fait une opération, j'ai 100, 200, 300 euros de cash flow, donc j'ai 100, 200, 300 euros bah, pour vivre de pouvoir d'achat en plus. Faut pas forcément réagir comme ça, d'autant plus quand c'est le premier bien, bah, c'est encore un peu fragile. Faut pas hésiter pardon, à réinvestir la totalité du cash flow dans d'autres projets pour générer encore plus de bénéfices. Et à partir du moment où il y a vraiment des vrais bénéfices, des bons bénéfices palpables, en plusieurs milliers d'euros, là on peut commencer à bien vivre avec. Mais au début, c'est vrai que réinvestir les bénéfices, c'est quelque chose de plutôt à privilégier. Salut Pierre, salut Nico, salut Mehdi les gars, j'espère que vous allez bien. Nico, j'arrive à Lyon bientôt normalement cette semaine, hein, on se tient au courant. Julien qui me demande, pour profiter de ton offre Boursorama, je t'envoie mes informations par mail, t'offres toujours la formation Action à fort dividende. Donc exactement Julien, c'est bien ça, envoie-moi un petit mail avec ton nom, prénom, adresse email, date de naissance et code postal. Moi je t'envoie une invitation directement via la plateforme Boursorama. Dès que tu as fait ton ouverture de compte de PEA, je reçois un mail également de mon côté, je suis alerté et je t'offre ma formation donc, sur la stratégie des actions à fort dividende en bourse d'une valeur de 147 euros. Donc l'offre tient toujours, il n'y a pas de souci là-dessus. Pierre qui me demande, est-ce que je reviens dans l'Ouest bientôt? Ouais, Pierre, je viens sûrement à Nantes la mardi. Lundi, je serai à Rennes, je pense, et mardi à Nantes, mardi, mercredi, Nantes, et après, je sais pas trop. Donc voilà, voilà. Alors, alors là, j'ai une grosse question. Quelqu'un qui me dit, je m'apprête à ouvrir un compte en ligne, mais je réfléchis à mon plan de gestion. Je me demandais la ligne à suivre dans le cadre d'un investissement immobilier. Je m'explique. Pour demander un crédit immobilier, tu es passé par une banque traditionnelle, pour interrogation. J'ai un compte courant et des comptes d'épargne en banque traditionnelle. Je souhaite me créer un compte épargne chez Bourso pour les intérêts et les frais de gestion moins chers. Donc, bonne idée. Mais est-ce utile d'avoir un compte courant en ligne? Voilà, si on a déjà un compte chez Bourso, on a forcément un compte courant. Les deux vont ensemble déjà. Peut-être pour la carte gratuite, carte bancaire gratuite, bah, bien évidemment, la carte bancaire a moins de frais chez une banque en ligne qu'une banque traditionnelle, donc pourquoi pas. La personne me demande comment j'approvisionne pardon, ce compte courant. Est-ce que je mets les chèques dessus, les loyers des appartements? Et du coup, si c'est le cas, est-ce que la banque traditionnelle ne voit pas d'inconvénient de financer un prêt et de voir le fruit de cet investissement aller chez une autre banque? Donc, beaucoup de questions, beaucoup de questions. Faut pas se prendre la tête. Il faut vraiment voir en fonction du cas par cas de la négociation avec la banque. Faut pas oublier que ça reste de l'humain. Il y a beaucoup d'investisseurs qui vont faire un prêt dans une banque traditionnelle, une banque physique, et ne pas forcément verser les loyers chez eux, même si la banque va demander à domicilier par exemple des revenus ou à verser le fruit de ces loyers chez eux, ce qui paraît logique. Encore une fois, ce n'est que des mots. Il n'y a aucune obligation à verser ça chez eux, notamment pour la domiciliation des salaires. On peut très bien dire que oui, on va le faire pour faire plaisir à la banque et qu'au final, on ne le fera pas. Donc c'est un peu vicieux, mais c'est une technique que beaucoup d'investisseurs utilisent. Après, voilà, avoir un prêt dans une banque traditionnelle et mettre ses loyers sur une banque en ligne comme Boursorama, il n'y a pas d'inconvénient, on peut le faire tout en prenant une carte bancaire qui est gratuite, des choses comme ça.
Il n'y a vraiment pas de souci. C'est vrai que les banques, il faut rester un peu à jongler avec elles, faire en sorte qu'elles soient satisfaites tout en ayant ce que nous, on veut avoir, sans que ça nous pénalise trop. Donc, c'est pas toujours évident. Il faut être bien clair sur tout ça. Mais voilà, il n'y a pas vraiment de solution toute faite. Il faut un petit peu aller là où c'est le plus simple pour tout le monde et où tout le monde y trouve son compte, entre guillemets. Donc, salut Adam qui remate la vidéo. Donc, Adam, il faudrait que tu ailles travailler sur ton e-commerce plutôt que de regarder ça. Alors, autre question. Jeune bachelier, je recherche activement un bien rentable pour investir cette année. J'ai alors une petite question. J'aimerais louer en meublé, mais avec une SCI, c'est impossible, vu qu'on ne peut pas avoir plus de 10% de revenus de la SCI pour du meublé. Alors ça, c'est faux. En SCI à l'IS, on peut faire du meublé, il n'y a pas de souci. Et en SCI à l'IR, c'est normalement interdit de faire du meublé à la limite des 10% comme la personne vient d'indiquer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en SCI à l'IR, si on n'a pas plus de 10% des revenus qui viennent de location meublée, on peut faire du meublé dans la SCI. En fait, à la base, c'était réservé pour les gens qui achetaient un immeuble de rapport entier en SCI à l'IR. Vous savez, dans les immeubles de rapport, bien généralement, il y a un local commercial au rez-de-chaussée qui est donc bien souvent soumis à l'IS. Vu que c'est une activité commerciale, c'est de l'IS. Donc c'est pour ça qu'il y a cette tolérance de 10% de revenus dans les SCI à l'IR qui peuvent être autorisés pour une activité commerciale, donc une activité de loueur en meublé par exemple. Donc c'est pour ça. Mais donc SCI à l'IS, on peut faire de la location meublée, même si ce n'est pas forcément le meilleur statut. Le meilleur statut, ce serait peut-être mieux une SAS, mais à voir. Et en SCI à l'IR, on peut à la limite de 10% des revenus qui proviennent de location meublée. Donc du coup, ça voilà. Donc la personne me demande est-ce qu'il faut coupler une SCI du coup à une entreprise qu'on aura créée soi-même pour sous-louer à nous-mêmes et pouvoir faire l'opération. Donc du coup là, pas forcément, vu qu'en SCI LS, la personne s'était trompée, on peut faire de la location meublée en SCI LS, mais c'est des schémas qu'on peut faire aussi, voilà, coupler une SCI à une SAS qui a un peu une rôle de société mère qui possède une filiale SCI. Pourquoi pas pour faire de la sous-location, c'est notamment une des astuces aujourd'hui pour faire de la sous-location de manière légale en France, puisque normalement c'est illégal en tant que particulier. Du moins, c'est illégal de faire de la sous-location en tant que particulier si on en tire des bénéfices. Donc, une des solutions, c'est de faire voilà, un montage société avec de la sous-location, avec une SAS, par exemple, qui a un statut de gestion de biens immobiliers de sous-location. Donc, quelle est la meilleure structure juridique selon vous? Pourriez-vous m'expliquer, si vous avez le temps, pourquoi la structure est meilleure? Donc là, je ne peux pas dire, il n'y a pas assez d'informations, je ne suis pas juriste, je ne peux pas donner ce genre de conseils et c'est trop compliqué puisqu'en fonction de la personne qui m'a envoyé ce mail, si elle est mariée, si elle a des enfants et encore une fois plein d'autres critères, tout peut changer. Donc là, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Et du coup, le statut en LMNP, il intervient quand? Ça, c'est seulement un statut, une autre forme juridique que j'ajoute à mon montage. Donc là, la personne, on voit qu'elle mélange un petit peu tout. LMNP, loueur meublé non professionnel, c'est vraiment quand on est en tant que personne physique, donc vraiment rien à voir à un schéma société. Ça ne s'intègre pas du tout dans un montage société. LMNP, c'est en nom propre, personne physique, et c'est très simple, il n'y a rien d'autre que ça. C'est tout. Il y a vraiment nom propre après LMNP et société avec des montages tels que SAS, SCI, etc. Donc, salut Zacharia, salut Steve. Steve, il faut qu'on parle bientôt, il faut qu'on se voit même en Roumanie directement. Donc la personne qui continuait son message avec d'autres questions, qu'en est-il pour la récupération de la TVA? Donc la TVA, ça concerne plutôt tout ce qui est locaux commerciaux. Visiblement, ce n'était pas ce que la personne voulait faire, donc on ne va pas en parler. Moi-même, je ne connais pas énormément tout ce qui est ce type d'investissement, mais de TVA, voilà, en location simple, habitation, les loyers ne sont pas soumis à la TVA, donc il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça. On peut en parler éventuellement dans le neuf, en tant que marchand de biens ou en locaux commerciaux, mais voilà, pas en habitation. Donc voilà, beaucoup de questions de la part de cette personne. Donc voilà, ensuite la même personne m'avait posé d'autres questions. J'ai constaté que le démembrement de la nue propriété dans une entreprise à l'IR avec un usufruit temporaire à l'IS est vraiment avantageux fiscalement. Utilises-tu ce système? Qu'en penses-tu? Donc on voit bien que la personne va un petit peu partout, creuse partout, fouille partout. Voilà, ce genre de montage, hein, usufruit, nue propriété, c'est vraiment très intéressant. On fait ce qu'on appelle des démembrements. Voilà, c'est vraiment des stratégies plus poussées. Si on parle sur ce live, ça va être long. Mais voilà, c'est vrai que c'est des stratégies très intéressantes, déjà plus évoluées, peut-être pas forcément adaptées quand on débute. Ensuite, sur la carte number 26, je ne sais pas si vous connaissez cette carte, on me demande si, je ne sais pas si je l'ai dans le coin, elle doit être dans mon manteau juste à côté. Vous savez, la carte number 26 qui permet de voyager à l'étranger, de ne pas payer de frais, ou du moins très très peu de frais sur les retraits à l'étranger. Je vais essayer de vous cacher les codes. Vous voyez cette carte-là. Number 26, une banque allemande, une vraie banque allemande, donc, dont la promesse est de n'avoir aucun frais à l'étranger lorsqu'on voyage sur les retraits et les paiements directement en CB dans les restos, etc.
Le taux de change est celui de Mastercard, donc un des plus avantageux sur le marché. Et on me demandait est-ce que j'utilise essentiellement en mode Mastercard à l'étranger. Ouais, je l'utilise aussi bien à l'étranger qu'en France. En fait, j'utilise les deux. Donc voilà, c'est vraiment une carte cool si vous pensez vraiment beaucoup voyager. Et donc, si vous êtes intéressé par cette carte, n'hésitez pas, il y a également un petit parrainage. Ensuite, pour revenir sur les livres, on me demandait si j'envoyais les livres dans le monde entier. Et j'envoie partout, partout, partout. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de galère, rien du tout. Donc aujourd'hui, on peut aller partout très facilement, avion, bateau. Donc que vous soyez en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, en Russie, en Amérique, sur une île, j'envoie partout, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, j'ai un petit renseignement à te demander au sujet du Airbnb. Penses-tu que c'est toujours bon pour se lancer dedans cette année? Je te parle surtout au niveau des impôts, des taxes en tout genre. J'ai cru comprendre qu'il allait y avoir du changement. Effectivement, Airbnb, ça change beaucoup en ce moment. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu, Airbnb a annoncé vouloir instaurer d'eux-mêmes une limite de 120 jours de location pour Paris seulement. Donc voilà, ça change, ça change. Là, c'est Airbnb qui fait la démarche parce qu'elle a très bien compris Airbnb qu'en fait, la moyenne de nuitées par hôte à Paris était de 47 000, je crois, donc ça leur faisait pas trop mal. Mais voilà, ça change beaucoup Airbnb, même si moi je pense que ce n'est pas terminé. Vous lancez aujourd'hui sur du Airbnb à Paris, je dirais un grand nom, mais si vous êtes en province ou même des Marseille, Lyon, Nantes, Lille ou petites provinces comme moi, un peu Reims, Épernay, des villes comme ça, j'ai un client qui a investi à Poitiers, ça marche très bien. Il y a encore des grosses choses à faire et des gros marchés inexploités. Par exemple, Lourdes également, penchez-vous sur cette ville aussi bien au niveau de la demande locative que du prix au mètre carré. Enfin, vous allez être choqués, je pense. Il y a encore donc beaucoup de choses à faire. Donc, je ne pense pas que ce soit terminé. Il y aura certes des taxes en plus, des impôts potentiels qui vont venir, mais c'est déjà tellement lucratif la location saisonnière que même si ça venait à arriver, bah, voilà, c'est une ligne en plus à mettre dans le prévisionnel, mais ça ne rendrait pas non rentable la location saisonnière. Donc, c'est vraiment à creuser, mais moi, je ne pense pas qu'il est trop tard aujourd'hui pour faire de la location saisonnière. Donc, Maurice, salut Monsieur Raphaël, combien de biens immobiliers vous avez obtenu avant d'avoir pris la décision de quitter la fac? Donc au moment où moi j'ai arrêté les cours à la fac, j'avais donc trois biens qui tournaient pour moi et une cave. Donc j'avais deux locations saisonnières, j'avais un meublé étudiant et j'avais une petite cave qui était louée, plus mes activités parallèles en bourse et sur Internet. Donc salut Alexandre, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien à Lyon, que le business marche bien pour toi. Donc j'espère que tu vas bien. Alors, autre question. Je me suis enfin décidé à mettre en place un business, ça te dirait de devenir mon mentor. Donc, ça me fait très plaisir. Malheureusement, je ne peux pas mentorer gratuitement les gens puisque j'ai déjà pas assez de temps pour moi. J'ai déjà pas assez d'une journée avec 24 heures pour faire tout ce que je voudrais faire dans mes business, etc. Et je préfère également me focus sur mes clients. Donc non, malheureusement, je ne peux pas mentorer tout le monde. Mais ça me fait vraiment plaisir qu'on me propose ça. En tout cas, c'est super cool. Autre question. Sachant que toi, tu investis à l'heure actuelle en location saisonnière, est-ce que ça ne t'a jamais tenté de l'achat-revente? Alors, pas à l'heure actuelle, tout simplement parce que ma stratégie était vraiment dans un objectif de me constituer des rentes rapidement, du cash flow pour pouvoir vivre de ce cash flow. Et je n'avais pas forcément envie de faire un achat-revente dans le but de me constituer un capital. Donc non, dès le début, je me suis concentré sur une stratégie de revenus passifs, entre guillemets, de cash flow positif. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait d'achat-revente, mais je sais très bien que dans le futur, d'achat-revente, c'est quelque chose que je vais très clairement faire pour générer du capital et réinvestir plus gros. Alors, une personne qui me demande, qui me dit qu'elle a voulu faire un prêt étudiant à la banque pour investir dans l'immobilier. Donc, alors, juste avant qu'on en parle, je ne conseille vraiment à personne de faire ça. Enfin, du moins, prenez vos propres responsabilités, c'est très important. C'est 50 000 euros max, mais ça peut être des risques quand même si vous faites n'importe quoi avec. Donc, un prêt étudiant n'est pas fait pour ça. Donc, faites attention si vous voulez faire comme moi pour l'investir dans de l'immobilier. Formez-vous bien en amont, ne faites pas n'importe quoi avec cette somme-là. Donc la personne me disait que sa conseillère n'était pas emballée à l'idée de lui prêter la somme qu'elle avait demandée. Elle était en BTS compta et cette personne pense qu'elle manquait d'arguments pour la convaincre. Elle me demande si j'avais des conseils pour convaincre la conseillère. Premier conseil, je ne sais pas si regardez ma vidéo que j'ai fait là-dessus sur comment investir avec un prêt immobilier, avec un prêt étudiant dans l'immobilier. Elle est sur YouTube. Il y a déjà pas mal de conseils là-dedans. Et après, au-delà de là, c'est vraiment chiffré, noir sur blanc sur une feuille, montrer que ça a coûté cher. Si on a un loyer déjà de 400 euros fois 12 mois, fois je sais pas, 4-5 ans d'études,
On est déjà à plusieurs dizaines de milliers d'euros de frais. Donc rien que pour ça, vous comptez la voiture, s'il faut en acheter une, plus l'essence, plus l'assurance, les frais de scolarité, les manuels, l'alimentation pendant 5 ans, plein de choses comme ça. Vous voyez que les 50 000 euros, on peut très vite faire comprendre à la conseillère que ce ne sera pas assez. Donc, faut vraiment être sûr de soi. Faut pas arriver en mode hésitant. Faut vraiment être sûr de soi. Comme un étudiant, faut non plus arriver comme un homme d'affaires, sinon ils vont pas comprendre. Mais être quand même sûr de soi et surtout dire, bah, si j'ai pas assez, est-ce que vous pourriez me reprêter plus par la suite? Là, ils vont dire non, ils peuvent pas en fait. C'est comme ça. C'est un contrat. Ils peuvent pas le recasser pour donner plus d'argent. Donc, à partir de là, vous lui dites, bah, écoutez, si vous pouvez pas m'en donner plus, si j'ai pas assez, autant prendre la sécurité. Je prends le maximum et si j'ai trop, je vous redonne. Ça coûte rien. Généralement, avec déjà ces deux arguments de bien chiffrer le montant que ça pourrait vous coûter, plus de dire que vous ne pourriez pas me reprêter si j'ai pas assez, c'est déjà deux bons arguments pour faire pencher la balance en votre faveur. Alexandre qui est au taquet, nickel. Salut Vianney. Qu'est-ce qu'un revenu passif? Un revenu passif, alors voilà, il y a plein de définitions sur Internet. Il y a ceux qui diront que c'est passif sans être passif. Un revenu passif, c'est l'idée de se dire que c'est un revenu qui tombe sans que tu aies eu besoin de travailler pour l'acquérir. Par exemple, tu n'as pas échangé ton temps contre de l'argent tout simplement. Par exemple, je peux très bien dormir la nuit, me réveiller le matin de mon côté et voir que j'ai vendu des livres sur la médecine pour aider les étudiants en médecine. J'ai rien fait pour le vendre, j'ai pas fait un taf de commercial pour convaincre la personne d'acheter le livre. C'est mon site internet, c'est mes vidéos YouTube, c'est mon référencement qui automatiquement a fait le travail, qui a convaincu les gens d'acheter le livre. Et moi, je me réveille le matin et je vois que j'ai fait des ventes, par exemple. Donc, c'est un revenu passif. Je n'ai pas travaillé pour l'acquérir, contrairement à un revenu actif où là, vraiment, tu dois charbonner, tu dois y aller, tu dois échanger ton temps contre de l'argent pour gagner de l'argent. Par exemple, un exemple typique, si tu travailles à McDo ou que tu es une femme de ménage, eh ben, tu dois passer le balai pour gagner de l'argent, tu dois faire un cheeseburger pour gagner de l'argent. Là, vraiment, tu as échangé ton temps contre de l'argent. Donc, salut Nicolas, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois à Lyon. Salut Ellie, j'espère que vous allez bien. On continue, il commence à plus y avoir beaucoup de questions. Je voudrais avoir ton avis sur la problématique suivante. J'ai deux petits studios côte à côte sur Grenoble, 10 mètres carrés chacun. Oui, je sais, c'est petit, ce sont des anciennes chambres de bonne que j'ai rénovées et transformées en studette avec kitchenette, WC et douche privatif. J'en ai mis un sur Airbnb il y a quelques semaines, l'autre va bientôt suivre, travaux en finition. Deux personnes ont pour le moment passé quelques jours dedans, pas de souci majeur hormis le fait qu'elles ont fait ressortir qu'il n'y avait pas de connexion Internet disponible. En effet, Internet c'est important aujourd'hui. Je peux te donner le lien sur Airbnb si tu es intéressé. Nanana, J'ai trouvé ton appartement sur Épernay, donc celui dans lequel on est actuellement. Désolé, je fouine un peu, je m'inspire des gens qui réussissent, merci. Et j'ai vu que tu proposes Internet et Internet sans fil. Proposes-tu une box? Avec quel opérateur? Comment la sécurises-tu pour qu'il n'y ait pas d'appels sur portable, numéros spéciaux ou internationaux? Pas de souscription ou autre abonnement. Quel est le coût mensuel? Je compte prendre un seul abonnement pour les deux studettes et placer la box sous l'appareillage concerné dans une des studettes. Ok, ok, ok. Il me demande si le mur n'empêchera pas les ondes de passer. Alors ouais, mettre Internet dans ces locations saisonnières aujourd'hui, c'est même pas une question à se poser, c'est une évidence. Il faut vraiment mettre Internet aujourd'hui. Les gens, ils veulent Internet. Moi, dans mes deux meublés de tourisme, j'ai pas de télé, ils s'en foutent. J'ai jamais leur remarque du fait qu'il n'y ait pas de télé. Mais Internet, dès que ça marche pas, ils viennent tous gueuler. Enfin, ce qui est normal, puisque voilà, ils veulent voir où ils vont aller, quel restaurant, aller sur Internet. Ils sont étrangers, donc ils n'ont pas leur forfait 4G ou je sais pas quoi qui va leur coûter une blinde. Donc le Wi-Fi très important, d'autant plus ce soir quand ils rentrent, ils veulent mettre leurs photos sur Facebook, ils veulent parler à leurs proches, faire des Skype, des choses comme ça. Donc Internet, c'est une évidence, il faut le mettre. Moi, je suis tout simplement chez Bouygues. Bouygues, peu importe la box, après, je paye 19,99 € par mois. Donc voilà, c'est vraiment un prix minime par rapport à le service qui va être rendu. Donc oui, il faut proposer une box. Quel opérateur? On s'en fout, vous prenez le moins cher tant que ça marche. Et comment je la sécurise? Je vous invite à regarder la vidéo sur YouTube qui s'appelle Les dangers de la location saisonnière. Je parlais de 5 dangers majeurs qui peuvent arriver, puisque ça m'est arrivé qu'une fois, un client avait souscrit à des services de météo en ligne qui coûtaient 5 balles la semaine. Donc je ne sais pas pourquoi le mec voulait voir la météo. Un truc de film, un truc de jeu, bref, j'avais des factures de malade. Je me suis rendu compte au bout de 3 mois. Et en fait, il y a moyen de bloquer directement sur le site de Bouygues ou d'Orange, peu importe chez qui vous êtes, d'activer un filtre parental. Donc voilà, vos clients sont des enfants, il faut mettre le filtre parental pour les empêcher de souscrire à des sites de streaming, de météo, de jeux en ligne, des choses comme ça. Donc c'est 2 clics et c'est très très simple. Et pour l'idée de voilà, mettre la box dans une seule chambre, enfin un seul studio, pardon,
et de dire que ça va servir pour les deux, bah, c'est une très bonne idée, hein. Le seul mur en béton ne va pas empêcher la connexion Wi-Fi de traverser. Au pire, il faudra mettre un petit amplificateur si la connexion est un peu moyenne, mais normalement, il n'y a pas de souci. Vous savez, dans les immeubles en général, les gens vont gratter le Wi-Fi, le mot de passe du Wi-Fi chez le voisin du dessus ou à côté, ça marche très bien, donc pas de souci. Ensuite, je me présente Giorgio, 18 ans, étudiant. Je m'intéresse beaucoup à ton parcours, ton travail. Je cherchais une façon de me faire des revenus de façon durable, même si cela me demandait beaucoup d'efforts. Je suis tombé sur les fameuses vidéos d'Olivier Seban, puis les tiennes qui me correspondent plus, je trouve, moins pro, plus grand sentiment d'accessibilité. J'aimerais débuter dans l'investissement immobilier avec des parkings garages sur Paris ou alentour avec comme financement un crédit étudiant. Ma mère peut se porter garant étant dans la même banque, elle est cadre d'entreprise. As-tu de précieux conseils à me donner, des erreurs à éviter? Les logements seraient-ils mieux pour commencer? Comment bien me former? Donc encore une personne qui veut faire un prêt étudiant comme moi, donc bien attention de ne pas faire n'importe quoi avec ce prêt étudiant. Mais c'est très bien de commencer si jeune, à 18 ans c'est vraiment énorme, avec des parkings c'est très bien, comme ça très peu de risques si jamais ça capote. Donc très bon. Au niveau des conseils à donner, ben, encore une fois de plus, allez regarder ma vidéo sur YouTube, comment investir avec un prêt étudiant dans l'immobilier, il y a beaucoup de conseils. Et ensuite, bah, prendre des rendez-vous avec les agences, les conseillers, voir un petit peu les sons de cloche. Je ne sais pas si Giorgio m'a dit il était étudiant en quoi. Non, il m'a pas dit. Donc ça dépend aussi des études que tu fais, des choses comme ça. Mais pas hésiter à aller voir une première conseillère, pas forcément celle de sa banque, pour voir un petit peu les sons de cloche et puis dire un petit peu ce que les gens veulent entendre, le banquier veut entendre et puis négocier comme ça. Donc voilà. Est-ce que le logement est mieux pour commencer? Pas forcément, hein. C'est bien de commencer avec un parking, comme ça c'est un petit montant, même si Paris, région parisienne, c'est vite du 20-30 000 euros. De toute façon, avec un prêt étudiant à Paris, tu n'aurais jamais un logement, même en région parisienne. Donc à partir de là, fais simple, fais chez toi, fais là où tu connais. Région parisienne, vu que visiblement tu es à côté de Paris ou à Paris. Donc voilà. Comment bien te former? Bah, mate un max de blogs, de vidéos sur YouTube, va à des apéros, des networking avec des entrepreneurs investisseurs qui sont très très ouverts pour investir, pour échanger, d'autant plus quand ils sont avec des jeunes de ton âge, 18 ans, ils vont être très motivés à t'aider. Donc n'hésite pas. Et après, il y a le côté payant, si tu es chaud pour ça, il y a des formations d'investisseurs, d'entrepreneurs qui seront prêts à te donner voilà, leur retour, leurs conseils, vraiment des stratégies plus poussées. Donc bah, n'hésite pas à te pencher là-dessus également. Salut Stanley, bienvenue sur la vidéo. Alors, question bourse. Combien peut-on gagner? Avec combien peut-on commencer en bourse? Donc, tout dépend de la stratégie qu'on utilise en bourse. Donc, moi, je vais parler de ma stratégie, celle que j'utilise. J'utilise la stratégie des actions à fort dividende en bourse. Donc, stratégie très, très passive, selon laquelle on investit dans des actions en bourse qui versent des dividendes de la même façon qu'un bien immobilier verse des loyers. Nous, on récolte des dividendes en bourse en achetant des actions. Donc, le but, c'est d'acheter des actions, les conserver à vie, de récolter les dividendes semestre, année après année. C'est très passif. On peut avoir des rendements qui vont aller au début peut-être 5-6%, ça peut aller à 7-8%, voire plus de 10% si on est un petit peu agressif. Et avec le temps, avec certains types d'actions qu'on appelle les aristocrates dividendes qui prennent de la valeur dans le temps au niveau de leurs dividendes, donc qui sont très intéressantes. Mais voilà, on peut commencer en bourse avec aussi peu que 10 euros en achetant une seule action d'une petite société qui n'a pas une grosse cotation. Comme on peut commencer avec 1 million d'euros. Donc je vais rebondir, c'est très bien la transition. Combien peut-on gagner en bourse? Et ben voilà. Euh, on gagne à hauteur de son capital investi. C'est-à-dire qu'en bourse, c'est différent de l'immobilier. En bourse, on n'a pas l'effet de levier, c'est-à-dire que c'est uniquement le capital qu'on va être en mesure de pouvoir investir qui va nous générer des revenus. Contrairement à l'immobilier, on a un effet de levier qui peut être monstre en faisant des prêts bancaires et donc en investissant l'argent qu'on n'a pas, donc l'argent des autres, celui de la banque, et en remboursant avec, encore une fois, pas notre argent, mais l'argent des locataires, tout en même temps en prenant un cash flow positif. Donc c'est la magie de l'immobilier qui fait qu'on peut devenir très vite riche via l'immobilier. Et en bourse, avec des stratégies plus passives comme la mienne, c'est compliqué puisqu'on ne peut pas investir en France. Enfin, on ne peut pas emprunter pour investir en bourse, c'est interdit. Donc aujourd'hui, c'est simple. Si vous investissez 1000 euros en bourse, vous avez 10% de rendement, vous gagnez 100 euros de dividendes par an, soit moins de 10 balles par mois, c'est que dalle, avec 1000 euros. Si vous investissez 1 million d'euros, vous avez toujours 10% de rendement, vous gagnez 100 000 euros de dividendes par an, soit un peu moins de 10 000 euros, 8 000 euros, 9 000 euros par mois, ça devient beaucoup plus intéressant. Sauf que tout le monde n'a pas 1 million d'euros pour commencer aujourd'hui en bourse. Donc vous voyez, c'est vraiment à hauteur de son capital investi. Je dis toujours que c'est très important en tout cas d'ouvrir un PEA, même si vous ne comptez pas investir tout de suite en bourse ou même si vous n'avez que 10, 100 ou 1000 euros à investir. Tout simplement, le PEA en France, c'est un produit qui a besoin d'être mûr. Au début, on l'ouvre. Voilà, on a une imposition qui est maximale à presque 50%, CSG, CRDS comprises. Et plus le temps passe,
plus l'imposition est dégressive, plus on a des abattements entre guillemets, c'est-à-dire qu'au bout de, je sais plus, c'est 3-4 ans, je sais plus, il faudrait que je regarde, on est à 35, au bout de 8 ans. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au bout de 8 ans, on est exonéré d'imposition sur notre portefeuille boursier, hors CSG, CRDS à 15,5%, ça on ne peut pas y échapper, ce sont les cotisations sociales en France. Mais tout ça pour dire que moi, j'ai invité plein de potes à ouvrir leur PEA aujourd'hui, même s'ils ne veulent pas investir, au moins leur compteur fiscal tourne, il y a un dépôt aussi minime que 10 euros à faire, le compteur fiscal tourne, le temps passe et voilà, le PEA sera mûr le jour où ils voudront investir en bourse. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre PEA tout de suite. Si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur mon site clubmillionnaire.fr/offre O2FRES et tout sera expliqué au niveau de cette stratégie. Donc, je vois un message en arabe que je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'arabe, donc merci d'écrire en français. Voilà, très bien pour rebondir. Le PEA, est-ce qu'il faut l'ouvrir dans une banque traditionnelle ou une banque en ligne? Alors voilà, quelqu'un est venu me parler en me disant qu'il avait ouvert son PEA dans une banque traditionnelle en me disant que son conseiller lui avait dit qu'il n'y avait pas de frais pour ouvrir son PEA. Alors certes, il n'y avait peut-être pas de frais pour l'ouvrir, mais au niveau des frais de courtage pour passer des ordres et acheter des actions, je pense qu'il va se faire assassiner. D'autant plus que sa banque lui a dit qu'il ne pouvait pas passer d'ordre directement via sa banque, il fallait qu'il télécharge je ne sais pas quoi. C'était super bizarre. Donc bref, on va très vite clore le débat. Banque traditionnelle, banque physique, banque en ligne. Il faut prendre une banque en ligne pour votre PEA. Les frais sont nuls ou très faibles pour les frais de courtage. Donc banque en ligne, il ne faut même pas hésiter. Les banques physiques vont vous bouffer avec des frais assassins comme on dit. Ça va vous assassiner. Donc salut Pauline qui a rejoint le live. On se voit peut-être à Nantes bientôt. Alors, on arrive à la fin, je crois que c'est la dernière ou l'avant-dernière. L'avant-dernière, je crois. J'ai analysé l'action Hermès qui me paraît vraiment propre, étant en plus un aristocrate dividende, mais il y a juste le rendement qui est pas fou, qui est en augmentation, mais qui est autour des 1% et qui est validé à 1,07% pour 2015. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que 1% c'est vraiment très faible comme rendement, même si ça reste du Hermès et donc c'est très solide. Si c'est une aristocrate dividende, c'est très bon. Les aristocrates dividendes, voilà, pour être classifié aristocrate dividende, une action doit correspondre à 3 critères. Un volume de cotation boursière, un volume de transactions journalier supérieur à je ne sais plus combien et un dividende en augmentation depuis plus de 10 ans de suite, si je me rappelle bien. Donc, c'est des actions qui sont très très solides quand on les achète. Elles vont durer dans le temps, elles sont solides, elles sont sérieuses. Sauf que voilà, elles sont souvent très basses au niveau du rendement, 1%, donc c'est un peu dégueulasse. C'est pas ça qui va booster votre portefeuille, c'est pas foufou. Mais étant donné que c'est un aristocrate dividende et que son dividende augmente d'année en année, voilà, on va l'acheter. Plus le temps va passer, plus l'action, plus son dividende va se valoriser, plus le rendement va augmenter. C'est mécanique. Donc, c'est des actions qui vont prendre du temps à se valoriser et à être intéressantes au niveau du rendement, mais qui vont l'être à un moment ou à un autre. Donc, l'Hermès à 1%, ce n'est pas forcément celle que j'aurais achetée, d'autant plus qu'elle doit être bien chère. Je ne sais pas combien elle coûte et je ne sais pas quel est son dividende, mais voilà, 1%, c'est un peu léger. Après, il faut creuser, hein, faut pas se baser que sur ça. Il faut creuser un petit peu le compte de résultat, le bilan comptable, voir un petit peu les différents indicateurs. On ne va pas en parler sur ce live, sinon ça serait trop long. Mais c'est vraiment quelque chose dont je parle en détail dans ma formation sur la bourse. Mais voilà, à creuser en tout cas, même si 1% c'est vraiment faiblard. Et voilà, c'est déjà un critère qui fait que je n'ai pas forcément envie de me pencher là-dessus. Salut Aminata, j'espère que tu vas bien depuis la soirée, que le livre t'a plu. Je ne sais pas si tu l'as terminé, mais j'espère qu'il t'a plu. Et dernière question de Florian. Je suis en BTS profession immobilière. L'immobilier m'intéresse beaucoup, mais je ne veux pas être agent immobilier. Ça fait plusieurs mois que j'y pense. Ça y est, aujourd'hui, je veux me lancer. Je veux créer ma boîte de conseil en finances personnelles. Je veux aider les gens de tous niveaux sociaux à se mettre bien, ou du moins mieux qu'actuellement, en faisant partager à mon tour ce que des personnes comme toi ou les autres partagent pour faire comprendre que n'importe qui peut se faire de l'argent à condition d'avoir un peu d'éducation financière et de motivation. Est-ce que pour toi, une entreprise physique de ce genre pourrait marcher et que penses-tu de tout ça? Ok, une seule question à poser, c'est quelle crédibilité tu as à vouloir divulguer ce genre d'informations entre guillemets. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler d'argent, c'est compliqué dans le sens où dès qu'on n'a pas de crédibilité ou si on en a très peu, on peut très vite être dans le viseur de certaines personnes. Donc, si tu n'as jamais investi, je sais pas, en bourse, en immobilier et que tu veux donner des conseils là-dessus, ça va être compliqué parce que même, voilà, concrètement, si on n'a pas fait quelque chose, c'est compliqué d'en parler. On ne peut en parler que quand on l'a fait et qu'on l'a vécu. Donc, c'est pour ça que moi, je ne parle que de ce que j'ai fait sur mon blog. Je ne veux pas parler des choses que je ne connais pas comme les locaux commerciaux ou je ne sais pas quoi, d'autres stratégies en bourse.
C'est pour ça que j'hésite pas à dire que je sais pas quand je sais pas. Mais voilà, quelle crédibilité tu pourrais avoir à parler de tout ça et donner des conseils à des gens en éducation financière. Donc voilà. Après, je pense qu'il y a clairement un gros marché là-dessus. Les gens, voilà, faire de l'argent, l'argent, c'est un problème de la vie de tous les jours dans beaucoup de vies, dans beaucoup de familles. Beaucoup de gens voudraient gagner plus d'argent et voudraient savoir comment le faire. Donc très clairement, c'est un marché qui peut fonctionner. Après, voilà, il faut voir la crédibilité derrière que tu peux apporter. Ouais, Pauline, bientôt à Nantes. Donc dis-moi quand tu serais disponible. Mais je pense que moi, mardi, je pourrais venir. Donc ça peut être cool. Si on peut faire un petit apéro à Nantes. D'ailleurs, c'est des gens de Nantes. Je pense que je vais organiser un petit apéro là mardi. Il y avait beaucoup de gens. Je pense à Guillaume. Je pense à plein d'autres personnes qui étaient déjà présentes aussi la dernière fois. Donc voilà, s'il y a des gens à Nantes, je vais faire un petit apéro mardi ou mercredi, là, je sais pas trop quand. Donc voilà, et s'il y a des gens de Rennes, je serai aussi lundi soir normalement à Rennes, sauf si je vais directement à Nantes lundi soir, je sais pas. Mais voilà. Salut Romain qui a raté 30 minutes, bah c'est pas grave, il y aura le replay. Mais en gros, Romain, je répondais à différentes questions que j'ai pu recevoir par email. Plutôt que de répondre en privé à tout le monde, j'ai décidé de faire des Facebook Live maintenant. Ça sera enrichissant pour tout le monde et au moins on pourra se parler comme ça en live, c'est un peu plus cool. Aminata, superbe livre, facilement compréhensible, accessible. Je t'enverrai un email pour des conseils propres à mon cas. Bah, merci beaucoup Aminata, ça me fait plaisir. N'hésite pas à laisser un petit commentaire aussi sur Amazon si tu veux, je t'enverrai le lien en privé, mais ça me ferait vraiment très très plaisir. Et puis n'hésite pas, si tu as des conseils, des questions, pardon, à me les envoyer sur Facebook ou par email. Pas de souci, je te répondrai avec plaisir. Donc salut Jason, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, moi j'ai répondu à toutes les questions que j'ai reçues par email. Je pense que je vais faire ce format dès que j'aurai une petite dizaine de questions qui vont arriver comme ça. Je pense que j'y répondrai directement en Facebook Live. C'est plus sympa. Au moins on crée une relation. C'est plus sympa. Et voilà, bah moi je pense que je vais conclure ce petit live, sauf si vous avez d'autres questions qui vont arriver. Mais voilà, je vais aller ranger ces cadavres et puis voilà. Salut Kamal, bienvenue sur la vidéo. Bienvenue sur la vidéo. Malheureusement, tu arrives à la fin puisque je m'en vais, mais j'espère que tu vas bien. Et voilà. Je vous dis à très très bientôt, à une prochaine, peut-être à Rennes, à Nantes. Je serai peut-être aussi cette semaine, peut-être dans le sud de la France, vers Marseille, Lyon, Monaco peut-être. Donc peut-être qu'on se voit là-bas. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.